Si vous connaissez Pythagore pour son influence sur les mathématiques, vous ne savez sans doute pas qu'il a fait la guerre à la démocratie. L'école pythagoricienne dont je vous ai parlé dans le précédent épisode est une école certes philosophique et mathématique, mais c'est aussi une école politique. En effet, la ville de Crotone, où Pythagore avait fondé son école, était gouvernée par une sorte d'oligarchie intellectuelle. Les gouvernants de Crotone n'étaient autres que des personnes issues des disciples de Pythagore, c'est-à-dire qui avaient fréquenté pendant un certain temps l'école pythagoricienne. Et Pythagore dans tout cela, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il faisait l'éminence grise. Il ne gouvernait pas au sens strict du terme, mais il donnait les indications, il donnait les grands axes stratégiques de la politique à suivre à ses disciples qui étaient les gouvernants de la ville. Pourquoi Pythagore était-il favorable à une oligarchie intellectuelle? Eh bien tout simplement parce que Pythagore était un philosophe assez élitiste qui considérait qu'il y avait une harmonie à respecter dans les mathématiques comme dans le monde et donc également dans la société. Cette harmonie, c'est l'harmonie du mérite. Plus on est intelligent, plus on a le droit à avoir du pouvoir et de l'influence sur sa cité parce qu'on est plus à même de la gouverner au mieux. C'est ce qui fait à la fois la modernité et l'archaïsme de la doctrine pythagoricienne. La modernité parce que, comme on l'a vu, Pythagore acceptait dans son école les femmes et les esclaves. Il suffisait d'être quelqu'un d'intelligent pour pouvoir entrer à l'école. Il n'y avait pas de logique de classe sociale ni de logique sexiste dans le recrutement de Pythagore. La logique était uniquement l'élitisme intellectuel. En revanche, le côté archaïsant de Pythagore, c'est justement ça, c'est qu'on tombe sur une forme oligarchique et non pas sur une forme démocratique. Or, quand Pythagore fait rayonner véritablement son école à Crotone, on est dans les années moins 520, 510, 500, et c'est l'époque où la démocratie est en train de naître dans les cités grecques. Alors, on connaît évidemment la naissance de la démocratie à Athènes, avec en particulier les réformes de Clisthène, qui sont vraiment justement dans ces années-là, moins 510. Ce qu'on connaît un petit peu moins, c'est la naissance de la démocratie dans les autres cités grecques, et en particulier celle de l'Italie du Sud, et notamment une cité qui est voisine de 100 km à peu près de Crotone, qui s'appelle Sybaris. La cité de Sybaris vient de passer sous gouvernement démocratique et ça ne plaît pas du tout à Pythagore ni à ses disciples. Ça ne plaît pas parce qu'il pourrait y avoir l'idée d'une contagion à Crotone, l'idée d'une révolte populaire, et ça, c'est toujours dangereux. Et en plus d'être une rivalité politique, il y a une rivalité individuelle puisque l'un des gouvernants de la cité de Sybaris s'appelle Chilon. Il est originaire de Crotone, il a postulé quelques années avant à l'école pythagoricienne et il s'est fait rejeter. Et en plus de tout cela, il y a aussi un phénomène diplomatique qui se passe et qui nous est raconté notamment par Jamblique, c'est que certains aristocrates pythagoriciens, donc qui ont suivi les cours de Pythagore à Crotone et qui habitent désormais à Sybaris et qui évidemment auraient envie de mettre en place un système élitiste pythagoricien à Sybaris, se font chasser de la ville de Sybaris. Le contingent des aristocrates pythagoriciens débarque à Crotone et se plaint auprès de Pythagore en expliquant leur situation. Et que conseille Pythagore? Il conseille la guerre. Une guerre est donc enclenchée par Pythagore et Crotone contre Sybaris autour de moins 510. C'est une guerre qui va avoir une victoire écrasante de Pythagore et Crotone contre Sybaris. La guerre sur le terrain va être menée par Milon de Crotone, qui est par ailleurs, en plus d'être un philosophe pythagoricien, connu essentiellement pour avoir remporté de nombreuses épreuves de lutte lors des Jeux Olympiques. Sybaris va être en partie détruite et Pythagore pourra tranquillement savourer sa victoire. Sauf que 10 ans plus tard, vers moins 500, la ville de Sybaris, qui aura été entre-temps reconstruite sous l'égide de Chilon, va vouloir se venger. Et Chilon va avoir l'idée d'aller incendier la maison de Milon de Crotone. Pourquoi? Parce que dans cette maison se réunissent les pythagoriciens. C'est le cœur de l'école pythagoricienne, et Chilon le sait très bien puisqu'il a été rejeté de cette école quelques années auparavant. Et évidemment, Chilon ne va pas incendier la maison de Milon de Crotone au hasard, il va attendre une réunion de l'ensemble de l'école pythagoricienne pour aller l'incendier. Cet incendie va être terrible. Seuls 2 jeunes pythagoriciens, d'après ce que nous raconte Jamblique, vont réussir à y survivre. Et là, il y a 2 théories qui nous sont racontées par les sources. Soit Pythagore était présent lors de l'incendie et est mort dans l'incendie, soit il était en voyage à Delphes à ce même moment, et lorsqu'il revient et voit la maison de Milon de Crotone anéantie et ses compagnons assassinés,
il est pris de désespoir et il s'en va marcher vers Métaponte, où il finira par se laisser mourir de faim dans le sanctuaire des Muses. Et c'est ainsi que s'achève la vie de Pythagore, mais néanmoins son école va perdurer. Je vous avais parlé de Archytas de Tarente qui influencera directement Platon, et de tous les autres pythagoriciens et néo-pythagoriciens qui auront un impact à la fois sur la philosophie et sur les mathématiques. Et si vous voulez approfondir sur quelques notions développées par Pythagore et son école, eh bien je vous renvoie vers deux vidéos, l'une sur la tétractys et l'autre sur la gamme pythagoricienne.